23h sur RTI1, Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de ce journal. En une ce soir, le partenariat ivoiro-américain et la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, les ambassadeurs de l'Inde et des États-Unis d'Amérique reçus successivement par le vice-président de la République ce jour. Ces diplomates accrédités en Côte d'Ivoire expriment leur volonté de voir diversifier les différents axes de coopération avec la Côte d'Ivoire. La lutte contre la corruption des secteurs économiques et du transport. Le gouvernement soupçonne d'arnaque 12 opérateurs de transport. Ces derniers sont connus pour des activités portant sur les crédits aux véhicules des transports. Ils seront bientôt entendus sur ce sujet. Le dossier de ce journal s'intéresse à l'alerte sur la crise mondiale de l'eau et la recherche de solutions révolutionnaires pour amoindrir les dégâts. Nous revenons ce soir sur les enjeux de la rencontre de l'ONU qui se tient depuis hier sur le sujet. Bienvenue dans ce 23h. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire s'est successivement entretenu avec les ambassadeurs de l'Inde et des États-Unis d'Amérique. 2 entretiens qui ont porté sur le niveau des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Les questions d'investissement sur le partenariat ivoiro-américain dans plusieurs domaines, notamment l'économie, mais aussi les technologies d'information, la formation des jeunes, l'agriculture, la santé, l'environnement ou encore la sécurité étaient à l'ordre du jour. Suivons ce compte rendu par Awa Touré. Le vice-président de la République, Temoko Méliette Kone, et le nouvel ambassadeur de l'Inde, au cours de cet entretien, ont fait le point sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, notamment dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de la transformation des noix de cajou, ainsi que de l'industrie pharmaceutique. Au titre des sujets que nous avons abordés, il y a les technologies de l'information, donc comment renforcer notre coopération dans ce domaine-là, ainsi que dans celui de la transformation de la noix de cajou. Alors donc un autre aspect que nous avons abordé concerne le secteur des services et donc le développement des ports secs. Nous avons également parlé du renforcement de notre coopération dans le domaine pharmaceutique. Comme nous le savons certainement, il y a déjà 2 entreprises indiennes qui sont installées ici en Côte d'Ivoire. Et donc l'objectif de cette coopération est de mettre à la disposition de la population des médicaments à coût abordable afin de soutenir et de contribuer à la réalisation de la couverture maladie universelle. L'ambassadeur des États-Unis s'est pour sa part félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays, avant d'ajouter qu'elle entend contribuer au renforcement de la coopération et du partenariat dans les secteurs de l'économie, la santé, l'environnement et la sécurité. Nous avons parlé de notre relation bilatérale, l'investissement que les États-Unis, que nous sommes en train de faire en partenariat avec la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Nous avons parlé de nos intérêts en commun, de nos souhaits pour une sous-région dans la paix, où il n'y a pas de conflit, où il y a les opportunités pour tout le monde. Et nous avons parlé du monde. Donc, nous avons la même vision du monde. Notons que les ambassadeurs de l'Inde et des États-Unis, ainsi que 6 autres diplomates désignés, ont présenté leur lettre de créance au président de la République le 2 mars 2023. Nous parlons toujours de coopération. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, lui, est défini par des actions de sécurisation du territoire. Les 2 pays ont dans ce cadre lancé le projet CIVIT, un programme de 3 ans pour le renforcement des capacités opérationnelles du gouvernement ivoirien sur la gestion des migrations et des frontières. Jean-Marc Djadji. Les ministres de l'Intérieur, Vagondo Diomandé de la République de Côte d'Ivoire et Matteo Piantedossi de la République d'Italie paraphent et lancent l'accord de coopération en matière de migration et de sécurité entre les 2 pays. Un partenariat qui sera mis en œuvre à travers le projet de renforcement des capacités opérationnelles du gouvernement en matière de gestion des migrations et des frontières CIVIT. Cette initiative améliore la réponse face à la criminalité transnationale organisée
à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants. Le programme Civite prévoit la construction de 4 postes frontières à Péékan Barrage, Douba, Ngbenta et Doubasso, respectivement dans les départements de Toulepleu, Zouaounia, Danané et Tingrela. Le suivi est assuré par l'Organisation internationale des migrations, OIM. La prochaine étape sera l'identification déjà effectuée et donc formalisation concernant les sites déjà visités pour la construction des postes de frontières. Une fois validé par les ministres eux-mêmes et approuvé, ça sera plutôt le processus de passation des marchés, identification de l'entreprise pour la construction des sites. Financé par l'Italie, le projet Civite naît d'une déclaration d'intention et d'un protocole technique signé avec la Côte d'Ivoire depuis 2020. Aujourd'hui, c'est vraiment un point de départ, mais c'est aussi un point d'arrivée, parce que nous avons pu, avec cet accord, conclure et donc mettre en place ce projet-là. Mais nous nous sommes donc promis aussi de renouveler notre collaboration sur beaucoup d'autres d'intérêts communs. Le ministre de tutelle, Vagondo Djomondé, compte sur l'implication de tous les acteurs pour une réussite du programme. Ce projet arrive à propos, car le gouvernement ivoirien fait du renforcement de la sécurité à nos frontières une priorité. Je voudrais donc exhorter l'OIM à déployer son savoir-faire habituel afin que les autres étapes du projet soient respectées dans les délais requis. Le projet Civite a débuté le 1er novembre 2022 et prendra fin le 31 octobre 2025. Dans le contexte de la sécurité du territoire, le gouvernement veille aussi sur les investissements des Ivoiriens, notamment se porter sur l'acquisition de taxis, compteurs ou de véhicules par un système de crédit. 12 opérateurs sont soupçonnés de fraude et devraient être très prochainement entendus par les autorités ivoiriennes au sujet de la crédibilité de leur activité, suivant ce développement apporté par Lansine Bakayoko. À cette session qui s'est déroulée à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, le comité de veille, dont le rôle est de surveiller les activités financières, a fait le point des investigations sur une douzaine de sociétés de transport opérant essentiellement dans le domaine des taxis-compteurs. Des sociétés de transport qui mobilisent l'épargne publique par placement sans avoir obtenu au préalable un agrément. Malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens se font avoir aujourd'hui par des propositions alléchantes de revenus à la suite de placements d'argent. Ces types d'opérations ont tendance à flouer les Ivoiriens, à dilapider l'épargne des Ivoiriens. On ne peut pas collecter l'argent de la population sans avoir reçu au préalable un agrément. Le placement de revenus étant réglementé, les sociétés de transport suspectes devraient pouvoir faire la lumière sur leur modèle économique. La décision fondamentale, c'est de convoquer l'ensemble de ces structures et de les entendre et voir leur modèle économique, voir si ce modèle s'inscrit dans les schémas existants. Et sinon, leur demander de mettre fin à ces opérations. En attendant, les populations sont appelées à la prudence face à cette activité de crédit qui s'apparente à l'agrobusiness. Chaque fois qu'il y a une annonce avec des conditions de rémunération qui dépassent le montant de votre placement, il faut savoir que c'est quelque chose de suspect, c'est anti-économique. On vous dit, vous placez 50 000 et puis on vous donne 100 000. C'est alléchant, mais c'est anti-économique et c'est porteur de risques. Donc il faut que la population fasse attention à ce genre d'activité. Parce que notre objectif, c'est de protéger la population et son épargne. Le comité de veille regroupe toutes les administrations en charge de la sécurité financière, entre autres la police scientifique, le Trésor public et le procureur de la République. Intéressons-nous à présent à une problématique mondiale. Les ressources en eau sur la planète s'épuisent goutte à goutte. L'ONU alerte sur le risque imminent d'une crise mondiale de l'eau. Le problème n'est pas seulement le manque d'eau, mais aussi la contamination de celle qui peut être disponible en raison de l'absence ou de carence de systèmes d'assainissement.
Tous les continents sont sous la menace de ce dysfonctionnement des cycles de l'eau et avant qu'il ne soit trop tard, les dirigeants du monde sont réunis au siège de l'ONU et ils sont mis au défi de trouver des solutions révolutionnaires à cette crise de l'eau, une préoccupation mondiale sur laquelle nous éclaire Michel Digré. Depuis plusieurs mois, un quart des habitants de cette petite ville de l'Arizona, aux États-Unis, est à sec. La municipalité dont ils dépendent ne leur fournit plus d'eau. Raison évoquée, la sécheresse qui sévit depuis 20 ans dans la région qui a réduit le débit du fleuve Colorado d'où vient l'eau potable. L'eau doit donc être acheminée de plus loin et coûte plus cher. Avant, je facturais entre 4,5 à 5 centimes par gallon d'eau. Maintenant, c'est plus du double. Et je ne sais même pas si c'est suffisant à ce stade. Les gens reçoivent des factures astronomiques. Entre 900 et 1100 dollars par mois. C'est ce que pourrait payer Wendy Evans lorsque l'approvisionnement normal sera rétabli. En attendant, il recueille l'eau de pluie. Tous les jours, nous remplissons ces bouteilles d'eau et nous les amenons aux toilettes pour remplir le réservoir et tirer la chasse d'eau. La seule chose qui incite les gens à mieux économiser l'eau, c'est quand le coût de l'eau augmente. Un peu plus en aval du fleuve Colorado dans le sud de la Californie, les agriculteurs aussi dépensent sans compter pour continuer de fournir aux Américains une partie substantielle de leurs fruits et légumes. C'est un système très coûteux. Cette unité ici s'étend sur 800 mètres et coûte presque 280 000 euros. Donc, c'est une énorme dépense en capital. Mais c'est ce que nous faisons ici pour essayer d'économiser l'eau tout en restant viable. L'Ouest américain n'est pas le seul à se battre pour l'eau. Partout dans le monde, les tensions se multiplient au rythme des sécheresses de plus en plus nombreuses. Conséquence du réchauffement climatique. L'ONU estime que 2,3 milliards de personnes connaissent déjà des pénuries d'eau. La problématique de l'eau reçoit beaucoup moins d'attention que le changement climatique. On a l'impression que l'accès à l'eau va de soi. Et même lorsque l'on parle d'une crise mondiale de l'eau ou d'une grave sécheresse dans certaines parties du monde, on a le sentiment que ça ne touche pas vraiment les gens, les décideurs et les hommes politiques. La France aussi a été touchée par une sécheresse sans précédent cet hiver et de nombreux départements font face à des restrictions d'eau. Selon l'ONU, la répartition des ressources en eau pourrait devenir un enjeu majeur des années à venir et provoquer des tensions internationales si les pays n'arrivent pas à s'entendre. Je n'ai jamais été aussi inquiet sur la question de l'eau, sachant que nous avons franchi les limites planétaires de l'eau, que nous avons rompu le cycle de l'eau et que l'insécurité hydrique compromet non seulement l'eau, mais aussi tous les objectifs de développement durable. En même temps, je suis incroyablement motivé par les nombreuses initiatives prises dans le monde entier. Face au manque d'eau, des projets voient le jour un peu partout pour mieux réutiliser celles qui existent. Ici en Afrique du Sud, cet ingénieur a développé un système innovant pour rendre potable l'eau acide tirée de l'exploitation minière. On peut l'installer dans un certain nombre de mines pour rendre potable l'eau extraite du drainage minier. Avec ça, on résout deux problèmes. La disponibilité en eau. Et cela peut alimenter en eau environ 1 million de personnes dans la région de Johannesburg, soit environ 20% de la population. 2 milliards d'habitants de la planète n'ont pas accès à l'eau potable et près de la moitié de la population mondiale vit sans système d'assainissement sûr. Au Cambodge, 100 000 personnes vivent au bord de ce lac. Choléra, diarrhée, dans ces eaux impropres à la consommation, de nombreuses maladies se développent. Nous utilisons cette eau, nous buvons cette eau et nous déféquons dans cette eau. On fait tout. Je suis vraiment inquiète car ma fille est morte à cause de cette eau. Une entreprise locale a mis au point des toilettes flottantes. Ce système permet de filtrer les eaux usées et de les réutiliser pour cuisiner ou faire la lessive sans risque. Une lueur d'espoir pour ses habitants, mais qui a un coût. 165 € par toilette alors que le revenu moyen d'un pêcheur avoisine
les 4 € par jour. Si on ne fait rien, le scénario est assez simple. La population, qu'elle soit urbaine ou rurale, ne peut pas survivre sans eau. Donc, il y aura un exode de gens qu'on appellera des réfugiés environnementaux ou des réfugiés de l'eau, car ils ne pourront tout simplement pas rester s'ils n'ont pas suffisamment d'eau pour survivre. Ils devront partir s'ils ne veulent pas mourir. La conférence des Nations Unies sur l'eau qui s'achève ce vendredi à New York vise à attirer l'attention mondiale sur les défis liés à l'eau. Selon l'ONU, le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement reste la première cause de mortalité dans le monde. Et comme quoi l'assainissement est une problématique qui touche toutes les nations de la planète et dans notre pays. Le chantier est déjà entamé. L'exemple dans la commune d'Abobo où 7 milliards de francs CFA sont investis pour des travaux d'assainissement, précisément pour un réseau de drainage. On le voit dans ce reportage de Grace Kando. À Nokwakouté, dans la commune d'Abobo, bénéficie d'un réseau de drainage des eaux de pluie de 7 km linéaires de canaux avec 13 ouvrages de franchissement que sont les dallos. D'un coût de 7 milliards de francs CFA et financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine, l'ouvrage sera livré en août prochain, d'où cette visite de terrain du comité de pilotage pour s'imprégner de l'état des travaux. Cette zone était sinistrée. Dès lors que vous avez des saisons de pluie, toutes les populations étaient vraiment dans le désarroi. Ces travaux permettront aujourd'hui de protéger environ près de 300 000 personnes contre les inondations. Les travaux sont aujourd'hui exécutés à hauteur de 80%. Et la suite du projet, c'est que nous allons mettre en place vraiment un aménagement paysager qui permet d'intégrer vraiment ces canaux à l'environnement en tout cas qui est là, qui permettent aux populations d'être dans des conditions meilleures. Ces ouvrages permettront l'évacuation de 184 mètres cubes d'eau par seconde, ainsi que le drainage de toutes les eaux de pluie dans les bassins versants des quartiers d'Agweto et de Dotré à Anokwakouté. On a fait quelques observations, de tenir compte des arrivées d'eau au niveau des carrefours dans les dallos. Ils ont dit que ça c'est prévu, que ça va faire partie de la deuxième phase, parce que c'est un projet d'aménagement complet, un projet intégré. Au finish, un quartier où il fait bon vivre. C'est-à-dire des routes, ça sera éclairé avec un bon système d'assainissement. Pour éviter que les populations rejettent les eaux usées dans notre canal d'eau pluviale, on va faire une étude qui va nous permettre de rechercher des fonds pour le côté eau usée. Après, à Bobo, d'autres communes du district d'Abidjan bénéficieront également d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. Au total, 150 milliards seront dégagés pour la réalisation des travaux. Et voilà, des travaux d'assainissement, de curage également, de canaux. C'est un ensemble de projets pour le bien-être des populations ivoiriennes. Dans la commune de Koumassi, la municipalité, elle entreprend la rénovation de quartiers précaires. On le voit dans cet élément proposé par Patricia Omouetia. Un projet de rénovation urbain pour changer le visage des quartiers précaires de Koumassi. Le conseil municipal de Koumassi a donc initié ce forum pour susciter des manifestations d'intérêt pour ce programme d'amélioration du cadre urbain communal. Ainsi, le projet de rénovation urbain à Koumassi consistera prioritairement à capter des financements en vue de la modernisation des habitations vétustes. Belle initiative selon les populations. Ça permet à beaucoup d'hommes, surtout même à des chefs, à des responsables de famille, eux aussi de s'impliquer dedans. Et donc ce que le monsieur le maire est en train de faire est quelque chose de très bon pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Cadre d'échange entre propriétaires de bâtisses et opérateurs financiers, le conseil municipal et le gouvernement s'investissent pour prendre toutes les mesures nécessaires pour l'aboutissement de ce projet. On parle de projet pour casser des maisons, pour jeter des gens à la rue. Nous avons des projets pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations de Koumassi. C'est ce seul projet que nous avons. Il faut connaître la morphologie de Koumassi et sa structure sociale pour se projeter dans l'avenir. Je salue l'implication des populations des quartiers et je les assure
de notre soutien. Nous serons là, en tant que ministère en charge du foncier, pour veiller également à la protection de vos intérêts. À terme, 50% de l'habitat de la commune de Koumassi est concerné par ce projet d'aménagement urbain. Le point sur la situation du coronavirus dans notre pays. Ce 23 mars 2023, de nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés sur 180 prélèvements effectués. 3 nouvelles guérisons sont également enregistrées ce jour sur 87 452 remissions depuis le début de la pandémie. Et pour ce qui est de la campagne vaccinale, on enregistre à cette date au moins 27 387 974 doses de vaccins administrées sur le territoire ivoirien. Une conférence à Casablanca pour les managers et les leaders d'entreprise sur le thème « Manager autrement pour une performance des entreprises africaines ». Elle a eu lieu samedi dernier à Casablanca, au Maroc. L'objectif, c'est de booster les entreprises et les particuliers dans le développement de leurs compétences. Le rapport de Patricia Omouetia. Échanges et rencontres entre leaders d'entreprise. Au cœur des débats, la question du management ou comment augmenter la productivité de l'homme au sein d'une entreprise. Selon le conférencier, le management est posé comme l'art de diriger une organisation et de prendre les décisions nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Cependant, il précise qu'il est illusoire de dégager des principes de management universellement applicables, susceptibles de s'adapter à toutes les situations. Mais la rigueur d'un manager, l'efficacité ou bien l'efficience d'un manager aujourd'hui, on a essayé quand même de changer quelques valeurs. Des conseils bien perçus par l'ensemble des chefs d'entreprise présents qui opèrent pour les uns dans le domaine du bâtiment et pour les autres dans l'énergie et l'agroalimentaire. Il y a des connaissances qui sont déjà enregistrées, mais essentiellement l'audit social d'une entreprise. Ça, c'est très important parce que ça permettra, je dirais, de ressortir tout le potentiel humain d'une entreprise. J'ai aimé comment il a présenté les choses, comment manager des équipes, comment animer des réunions, parce qu'on a vraiment besoin de ça, parce qu'on anime des réunions, mais parfois on ne sort pas avec des résultats qui sont bénéfiques. À travers ce programme de formation, l'ONG Nova Afrique entend renforcer les capacités des différents leaders ici présents pour contribuer à faire prospérer chaque entreprise. Pour permettre aux leaders africains, aux chefs d'entreprise d'échanger leur expérience. C'est des partages, c'est des échanges pour améliorer la performance des entreprises africaines. Toujours selon le président de l'ONG Nova Afrique, l'Afrique est désormais au cœur des préoccupations de développement dans lesquelles sont engagés ses leaders. Le président de l'Assemblée nationale, candidat déclaré aux prochaines élections municipales dans la commune de Yopougon, apporte des dons aux chrétiens et musulmans de cette commune. Un geste de solidarité envers des familles défavorisées pour cette période de jeûne commun, suivant ce témoignage de Michel Ticret. Dans la soirée d'hier mercredi, Dame Niamé avait été appelée par le président de l'Assemblée nationale pour une visite ce jeudi. Adama Bictogo a tenu parole et vient les bras chargés, matérialiser sa promesse. Je suis ému même, je suis ému. Je n'entendais même pas ça même. Hier nuit, il m'a appelé. J'ai cru que c'était les arnaqueurs. Et ce matin, j'ai vu moi-même. J'ai dit merci au Seigneur, j'ai dit merci au président. Cette marque de solidarité s'est manifestée à l'égard de plusieurs femmes de Yopougon, chrétiennes ou musulmanes. Ces dons sont pour elles un soulagement en cette période de carême catholique et de jeûne musulman. Merci, Dieu n'a qu'à te bénir. Ce que tu cherches, Dieu n'a qu'à te donner. Revenant de mission, j'ai donc considéré qu'il était bon que je vienne donc exprimer ma solidarité auprès surtout des plus démunis. J'ai perçu dans leur regard des attentes, de l'espoir, surtout beaucoup d'espoir. J'ai surtout noté que des femmes vivaient seules avec leurs enfants et que cela m'a beaucoup marqué. Ça me conforte plus que jamais que le socle de notre union fraternelle, la force et la solidarité de notre nation repose sur l'autonomisation des femmes.
Adama Bictogo a aussi rendu visite à d'autres femmes de cette commune affligées par la maladie. Elles ont eu le réconfort et des aides pour leur permettre de faire face à ces difficultés. Les élections régionales et municipales auront bien lieu cette année et dans l'ouest du pays. La ministre Anne-Désirée Ouloto, également membre du directoire du RHDP, prépare les militants à cette période électorale. On fait le point avec notre correspondante Eve Boué. Foyer des jeunes de Bleulequin, les militants des secrétariats départementaux RHDP de Bleulequin, commune et sous-préfecture et Bleulequin-Zéaglo échangent avec la ministre Anne-Désirée Ouloto, membre du directoire du RHDP. Objectif, remobiliser les bases et préparer les échéances électorales de 2023 pour une victoire sans précédent du parti à Bleulequin. Si nous nous mettons au travail avec la volonté, intensifier les rencontres et motiver les jeunes, avec des activités, des réunions, des sensibilisations, ça peut donner. Toutes les femmes RHDP sont engagées. C'est notre slogan, les femmes RHDP Bleulequin engagées pour la victoire du RHDP en 2023. Anne-Désirée Ouloto, consciente des enjeux, a exhorté l'ensemble des militants à demeurer unis autour des idéaux du parti. Nous avons le dialogue, nous avons le respect mutuel. Et c'est au nom de ce dialogue-là que ce soir nous avons pu lever toutes sortes d'incompréhensions, que ce soir nous avons pu concilier les positions des uns et des autres, que ce soir nous avons rappelé que l'unique intérêt pour lequel nous devons nous engager tous, c'est l'intérêt du parti, c'est l'intérêt du RHDP, c'est l'intérêt de Bleulequin. Un RHDP donc plus fort à Bleulequin et en passe de s'agrandir. Plusieurs militants, issus pour certains d'autres formations politiques, ont manifesté leur intention de rejoindre le parti au pouvoir. Dans l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, le sujet dominant, c'est bien la prochaine rencontre Côte d'Ivoire-Comores qui aura lieu à Bouaké à quelques jours du match. Un plan de circulation est élaboré par la préfecture de police de la ville de Bouaké. Un plan qui présente les différents axes de circulation pour éviter tout encombrement des voies menant au stade de la paix de Bouaké où se tiendra la rencontre. Le rapport de Soro Corona. Le stade de la paix de Bouaké abrite la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2024. L'affiche Côte d'Ivoire-Comores. Pour une meilleure sécurisation du stade, un plan de circulation est mis sur pied. Le préfet de police de Bouaké donne les principales voies de circulation à l'intérieur de la commune. Ce plan débute le jour du match à 8h et prend fin après la rencontre. Pour ceux qui viennent d'Abidjan, arriver au carrefour dénommé Feu ex-CIE ou Feu Donald, vous tournerez à gauche pour passer devant la plateforme de l'hôtel de ville en construction, pour continuer vers les feux tricolores qu'on appelle Feu la Madone. Ils vous orienteront vers Broukro. Et à Broukro, vous irez jusqu'à la fin du bitume, la fin du goudron. Et à partir de là, vous rallierez la pharmacie Château pour sortir donc vers le feu. Pour les transporteurs qui sont à la gare routière et qui font les lignes Bouaké, Bomi, Bouaké, Sakassou, Bouaké, Boutro, ils passeront par la voie menant à l'habitat de la caisse. Toujours dans le plan de la sécurisation du stade, le commissaire divisionnaire de police Maxime Moubio annonce qu'il n'y aura pas de tickets en vente le jour du match. Les tickets sont en vente depuis lundi. L'information que je veux donner, c'est que le match se jouera à guichet fermé. Ça veut dire qu'il ne sera plus question d'aller au stade pour acheter les tickets le jour du match. Après les travaux de rénovation du stade La Paix de Bouaké, la rencontre Côte d'Ivoire-Comores est la première confrontation internationale que Bouaké abrite. Le stade La Paix de Bouaké va accueillir une poule et une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations du football en terre ivoirienne. Et voilà le match Côte d'Ivoire-Comores qui se tiendra le 28 mars prochain au stade de la Paix de Bouaké. Une rencontre à suivre en direct sur RTI 1.
Le Sénégal est secoué par des troubles depuis le 16 mars dernier, jour du début du procès pour diffamation de l'opposant Ousmane Sonko. Des troubles qui ont fait au moins un mort et le président Macky Sall a ce jour demandé au gouvernement des mesures pour préserver l'ordre public. Des partis d'opposition et des défenseurs des droits de l'homme dénoncent un recul des libertés accéléré à l'approche des élections, de l'élection présidentielle qui se tiendra en 2024 avec des arrestations, des interdictions de manifestations, de mesures contre la presse et ce qu'ils appellent une instrumentalisation de la justice. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.